On est au petit matin du 16 mai 1992 à Culiacán, dans l'état de Sinaloa, au Mexique. Deux hommes, deux fermiers, dont un père et un fils, se sont levés très tôt pour commencer à travailler et labourer leurs champs. Ils aperçoivent au loin une genre de silhouette, une silhouette qui ne semble pas bouger, comme si la personne était en train de dormir. C'est en avançant de plus en plus que les deux hommes vont se rendre compte que la silhouette, bien non, elle ne dort pas. C'est le cadavre d'un homme, un homme dans la trentaine, qui a des marques de strangulation. Le corps a des marques comme s'il avait été battu, torturé même. Les deux hommes paniquent et tout de suite, ils vont appeler la police, qui va arriver sur les lieux. Encore aujourd'hui, ce meurtre reste irrésolu. C'est un abonné qui m'a demandé d'en parler. Ça fait déjà plusieurs mois, si c'est pas un an, que cette personne m'a demandé de faire une vidéo là-dessus. Alors, on va se transporter, on va voyager ensemble vers le Mexique. Et aujourd'hui, on va parler de l'affaire de Chalino Sánchez. Alors, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans l'histoire d'aujourd'hui. Sánchez Félix naît dans un petit ranch de Sinaloa, au Mexique, le 30 août 1960. Son père, malheureusement pour lui, décédera seulement 4 ans après la naissance de Rosalino, ce qui fait que Rosalino ne le connaîtra donc jamais. Rosalino était le dernier enfant de 7 frères et sœurs, et lorsque le père de la famille décède, ce sera la mère qui devra prendre la famille et devra s'en occuper. On sait que Rosalino est l'un des seuls enfants à avoir été à l'école le plus longtemps. En effet, les autres enfants ont abandonné l'école pour commencer à travailler sur le marché du travail pour pouvoir aider la famille. En 1975, alors que Rosalino a seulement 15 ans, il décide de se faire appeler Chalino Sánchez. Oui, parce que Rosalino est un peu trop efféminé pour lui. Malgré son jeune âge et malgré la grande pauvreté dans laquelle il vivait, Chalino a un plan en tête et a un rêve, un but bien précis. En effet, il veut devenir riche et il veut devenir chanteur. La même année, soit en 1975, il se rend à un party avec sa sœur Joanna. Et durant ce party-là, cette fête-là, à un moment, il va apercevoir Joanna sortir de la maison où se trouve la fête en pleurs, en sanglots. Il va donc aller la retrouver, puis ils vont se diriger à la maison sans poser de questions. Ce sera seulement quelques semaines plus tard que Chalino va apprendre que durant la fête, Joanna s'est fait agresser sexuellement par l'un des hommes qui se trouvait à la fête. Elle connaît même le nom et le visage de son agresseur. Son agresseur, selon elle, s'appelle Chapo Lopez. Chalino va donc avoir beaucoup de rancune et de colère et pendant 2 ans, il va garder cette colère-là en lui jusqu'en 1977. Alors qu'en 1977, il se trouve à une fête. Il va tomber nez à nez, par hasard, avec Chapo Pérez qui lui aussi s'y trouve. Il est avec une bande d'amis, ils s'amusent, ils boivent, ils fument. Évidemment, il y a des armes, hein, on est au Mexique. Et Chalino, lui aussi, il a une arme qu'il traîne toujours sur lui. Donc, à cette époque-là, il décide, sur un coup de tête peut-être, ou après avoir réfléchi longuement, de sortir son arme, de prendre son arme, de pointer cette arme sur Chapo Pérez, de peser sur la gâchette et d'assassiner l'homme. Après ce meurtre, évidemment que Chalino va prendre la fuite vers les États-Unis. Chalino va donc se rendre à Tijuana. Tijuana était un quartier mexicain, donc il s'y retrouvait très facilement et il va quitter
le Mexique avec Armando, son grand frère. Ensemble, ils vont devenir tous les deux coyotes. Les coyotes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des passeurs illégaux d'immigrants du Mexique aux États-Unis. Et en parlant d'illégalité, Chalino et Armando étaient aussi deux immigrants illégaux aux États-Unis. Et Chalino va être coyote pendant un certain temps, puis à un moment, il va décider de se promener un petit peu aux États-Unis. Il va donc voyager dans l'Oregon, puis il va finalement atterrir à Los Angeles, à Inglewood, où il va habiter quelque temps chez sa tante. Et lorsqu'il habite chez sa tante, il essaie du mieux qu'il peut de subvenir à ses besoins. Il va devenir plongeur dans un restaurant, donc il va faire la vaisselle dans un restaurant. Il va également, pendant un certain temps, laver des voitures. Puis un autre certain temps, eh bien, il va vendre des voitures. En 77, il a toujours une arme sur lui, il ne faut pas l'oublier. Puis, il y a certaines rumeurs, dans mes recherches, qui pointent Chalino, qui serait en même temps devenu non seulement un coyote, mais également un vendeur de drogue, de marijuana et également de cocaïne. On raconte aussi que Chalino aurait possiblement travaillé pour un certain cartel mexicain. Et c'est une très bonne théorie, c'est une théorie que je vais raconter un petit peu plus vers la fin de la vidéo. Donc ce que je pense et ce que beaucoup d'internautes pensent en fait. Mais on va revenir à l'histoire pour l'instant. Donc Chalino Sanchez a 17 ans, il vend de la drogue supposément, donc de la marijuana et de la cocaïne. Et il s'en sort également avec quelques petites job-ins, donc quelques petits boulots qu'il se ramasse une fois de temps en temps. En 1984, Chalino va rencontrer une femme du nom de Maricela Vallejos et ensemble ils vont avoir deux enfants, donc un garçon qui va naître en 84, donc la même année, et il s'appelle Adam. Puis, il va avoir une petite fille qui va naître qui s'appelle Cynthia. On ne connaît pas la date de naissance de Cynthia parce qu'elle a voulu tout simplement rester confidentielle. La même année, en 1984, Armando, donc le frère de Chalino, se trouvait dans une chambre d'hôtel de Tijuana et il va être retrouvé assassiné. En effet, il y a des balles qui ont été tirées, puis Armando est décédé. Quelques temps plus tard, on sait que Chalino Sanchez va faire 8 mois de prison. La raison reste floue. Bon, dans chacune des recherches, c'était très différent. Donc, on sait qu'il fait de la prison pendant 8 mois. Et lorsqu'il se retrouve en prison, eh bien, il va parler avec beaucoup de prisonniers. Puis, on sait que le meurtre de son frère va vraiment l'affecter beaucoup. Et c'est vraiment là qu'il va se mettre à écrire des chansons ou écrire des textes. Et ces textes-là, tranquillement, il va les transformer en corridos. Donc en ballade, tout simplement. Puis, au fur et à mesure des jours en prison, il va se faire ami avec plusieurs prisonniers. Des prisonniers qui ont des histoires à raconter. Et Chalino, se trouve un nouveau style, se trouve un style d'écriture et un style de musique qu'il aimerait bien interpréter. Oui, en effet, parce que les corridos, c'est très intéressant. C'est des ballades, ça peut être très calme, c'est très romantique. Mais lui, il veut vraiment raconter quelque chose de réel, quelque chose qui se passe pour de vrai. Et c'est là que va naître, ou bon, du moins, va devenir plus populaire les narco-corridos. Donc un narco-corrido, c'est tout simplement la ballade de la drogue, si on peut traduire ça en français. C'est des narco-corridos, c'est des chansons, des textes qui vont être relatés de la réalité. Donc, ça va dénoncer les gouvernements, ça va mythifier les gangs de rue, les cartels, ça va parler de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, ça va vraiment parler de la réalité. Et Chalino, va écouter les histoires des prisonniers qu'il y a avec lui et il va se mettre à écrire des corridos, des narco-corridos. Et lorsque les prisonniers veulent avoir ces textes, Chalino va en faire un revenu tout simplement. Donc, les prisonniers vont payer pour que Chalino écrive leurs histoires. Où il va vraiment se mettre à écrire des narco-corridos. Un peu après sa sortie de prison, il va vraiment se mettre à chanter un peu partout dans la rue. Et il va se faire connaître d'un groupe du nom de Los Cuatro de la Frontera.
Pas obligé de me dire que j'ai un accent de merde, je le sais. Et ce groupe-là va lui recommander de se rendre à Los Angeles dans un studio d'enregistrement, San Angelo Records, et il va s'y rendre, puis il va donner ses textes au gérant de la place. Un artiste était supposé au départ chanter ses narco-corridos, puis finalement l'artiste ne s'est jamais présenté, et finalement ça a été Chelino. On sait que Chelino ne chantait pas excessivement bien. Ceux qui aimaient Chelino Sanchez, c'était pas pour sa voix, c'était pour les histoires qu'il racontait, c'était pour toute l'intensité et les émotions qu'il y avait dans ses chansons. Et là, il va également faire la rencontre d'un autre homme du nom de Pedro Rivera, qui lui aussi également avait un studio d'enregistrement à Long Beach en Californie. Ils vont devenir amis très rapidement et ils vont enregistrer des narco-corridos ensemble, et c'est vraiment ce duo qui va mettre à l'avant les narco-corridos et qui va les rendre populaires. Il va également enregistrer sa première cassette où il y avait 15 narco-corridos, et à un moment, il enregistrait tellement de chansons que sur des cassettes, il prenait les cassettes et les stockait dans sa valise de voiture, puis faisait le tour des rues de Los Angeles pour aller les porter dans des magasins, donc des boutiques, des magasins, pour que ces magasins-là les vendent et qu'ils se fassent connaître. Ça a vraiment pas pris beaucoup de temps pour que Chelino Sanchez se fasse connaître. Le premier incident, donc la première tentative de meurtre sur Chelino Sanchez, s'est déroulé le 25 janvier 1992. On se trouve à la Plaza Los Arcos à Coachella. C'est un centre d'événements et il est à sa pleine capacité. Il y a 400 personnes dans la salle. Chelino Sanchez commence son spectacle à 10h. Il entre donc sur scène et commence à interpréter ses narco-corridos. Et au fil du temps, au fil du spectacle, eh bien, il y a des spectateurs qui vont lui passer des papiers. C'est des demandes spéciales. Et Chelino va accepter de chanter les demandes spéciales de ses spectateurs. Et à un moment, il reçoit un papier où il y a une demande spéciale. Et il va se mettre à chanter cette demande spéciale-là. C'est la chanson El Gallo de Sinaloa. Et lorsqu'il se met à la chanter, un homme, par rapport, monte sur scène et se met à tirer dans tous les sens. Immédiatement, Chelino Sanchez a un instinct de feu. Il va lui aussi sortir son arme à feu et il va se mettre à tirer lui aussi. Et là, dans la salle, imaginez-vous, il y a 400 personnes et d'un bond, d'une traite, il y a une fusillade qui débarque. Il y a une fusillade qui démarre, il y a plein de coups de feu. Tout le monde se met à crier, à se bousculer. C'est l'anarchie totale. Et dans tout ce brouhaha-là, Chelino Sanchez va, par accident, tirer sur un homme du nom de Claudio Carranza. Ça va le frapper à l'artère principale de la jambe. Et le jeune homme va être emmené à l'hôpital et malheureusement, il va décéder à l'hôpital. Mais là, pendant que Chelino y tire, il y a également l'homme qui se trouve sur scène qui tire lui aussi. C'est qui cet homme-là et en quoi il y a rapport dans l'histoire? Cet homme s'appelle Eduardo Gallegos, il a 32 ans. À ce moment-là, c'est un homme qui est au chômage et il est alcoolisé et il est sous héroïne, tout simplement. Il va être touché à la tête par Chelino et Chelino va être touché lui aussi 4 fois, dont 3 à la poitrine et 1 fois au bras. Là, les deux hommes, dans un état critique, vont être emmenés à l'hôpital et les deux hommes vont s'en sortir. Chelino va être à l'hôpital, donc il va rester sous les soins de l'hôpital pendant 8 jours. Tandis que Eduardo, lui aussi, va s'en sortir. Il va être condamné à 20 ans de prison pour tentative de meurtre. Après la fusillade, on raconte que Chelino a tout de même voulu continuer à donner des spectacles. Donc, il se rendait dans plusieurs villes, faisait des spectacles et il ne voulait pas s'arrêter. Ses proches essayaient tant bien que mal de le convaincre de
prendre un petit break, de prendre une pause de spectacle, d'interprétation et d'écriture de chansons, mais Chelino ne semblait jamais vouloir s'arrêter. Il voulait absolument reprendre sa tournée et il est devenu légèrement paranoïaque. Oui, en effet, il y a beaucoup de ses relations proches, notamment le gérant du studio où il enregistrait ses narco-corridos. Ils vont raconter que Chelino, dans son appartement, un peu avant le meurtre, il était devenu paranoïaque en effet, et du jour au lendemain, il s'est mis à vendre ses choses. Donc, n'importe quoi, tout ce qui était chez lui, il vendait ses choses. Et comme si il s'apprêtait à partir, comme s'il s'apprêtait peut-être même à mourir, comme s'il savait qu'il allait mourir. A reçu beaucoup de menaces de mort et ça lui faisait peur et bon, c'est pour ça qu'il agissait de cette façon-là. Le 15 mai 1992, on est au salon Bugans Bilias à Terra Nova. Chelino Sánchez, on le voit, il est sur scène. Il est nerveux, il est agité, contrairement à ce qu'il essaie de faire paraître. Et là, à un moment, il y a un papier qui se fait aller dans la scène. Le papier se rend à Chelino Sánchez. Il va le lire tout en continuant de chanter. On voit dans son visage qu'il est nerveux. On voit dans son visage qu'il est stressé. Il va regarder la scène, il va regarder les spectateurs pendant quelques secondes. Puis, il va détourner le regard et il va continuer de chanter. Il va donc, à ce moment-là, froisser le papier et le mettre dans sa poche. À la fin du spectacle, le 15 mai 92, il est autour de 23 heures. Tout le monde finit par s'en aller, le spectacle est terminé. Les musiciens de Chelino vont s'en aller de leur côté et Chelino Sánchez va s'en aller de son côté à lui avec un de ses frères, deux de ses cousins et une couple de filles, bon, quelques groupies qui voulaient suivre Chelino Sánchez. Ils vont embarquer dans une voiture, et ils vont se mettre à rouler. Et à un moment, ils vont se faire arrêter par deux voitures Chevrolet noires. Ils vont donc s'arrêter sur la route et il y a des hommes et des femmes qui vont descendre des voitures et ils vont se présenter comme étant des policiers de l'État de Culiacán. Ils vont demander à parler à Chelino Sánchez de monter dans leur voiture pour parler des menaces de mort que l'homme recevait depuis déjà plusieurs mois. Chelino Sánchez va accepter, bien évidemment c'est des policiers, et il va embarquer dans la voiture, dans les Chevrolet noirs. Et ce sera donc la dernière fois que Chelino va être vu en vie. C'est le lendemain matin que le corps de Chelino Sánchez va être retrouvé par des fermiers qui marchaient dans leur champ à seulement quelques kilomètres où il avait donné son dernier spectacle. Une autopsie va être réalisée sur le corps de Chelino Sánchez et des marques de menottes étaient imprégnées sur ses poignets. L'arrière de sa tête avait littéralement explosé par une balle qui avait été tirée à bout portant. On sait que Chelino, pendant cette nuit-là, a été battu et a été torturé. Il y avait beaucoup d'ecchymoses sur son visage, sur son corps également. Des marques de strangulation ont été retrouvées sur son cou, mais ce n'étaient pas des marques assez profondes pour le tuer, donc pour l'assassiner. C'était vraiment en guise de torture. Jusqu'à aujourd'hui, le meurtre de Chelino Sánchez reste irrésolu. Jusqu'à aujourd'hui encore, le dossier reste ouvert, mais on prétend que plus aucun policier mexicain ne travaille sur cette affaire. Au cours des 30 dernières années, beaucoup de théories ont implosé, ont explosé, et il y en a certaines qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Et une théorie qui est un petit peu plus plausible, hein, on va se le dire, eh bien, si vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit qu'à l'âge de 17 ans en 1970, Chelino a assassiné l'agresseur sexuel de sa sœur Johanna. L'agresseur sexuel de Johanna était nul autre qu'un homme qu'on appelait Chapo Pérez. Pérez, c'est tout simplement la famille, donc la famille originelle qui a bâti l'un des plus grands cartels
du Mexique, un des plus puissants cartels du Mexique. Donc les pères fondateurs du cartel Reynosa, c'est Luciano Reynosa Pérez et son frère Pedro Avilés Pérez. Le cartel est né dans les années 60, exactement en 1962, soit 2 ans après la naissance de Chalino, et il va devenir le plus grand cartel mexicain dans les années 80. Et là, j'ai quand même trouvé ça très intéressant parce qu'au fur et à mesure de mes recherches, je me suis bien rendu compte que les années concordent très bien là, avec la vie de Chalino. Chalino, il est né dans les années 60, le cartel aussi. Chalino, à l'âge de 17 ans, soit en 1970, fait passer des immigrants illégaux du Mexique aux États-Unis. Il porte une arme sur lui également et on raconte qu'il vend de la drogue, de la marijuana et de la cocaïne. On sait que le cartel mexicain était reconnu non seulement pour ses armes, mais également pour sa fabrication de drogue. Et lorsqu'on parle de Chapo Pérez, on peut facilement s'imaginer que Chalino Sánchez s'est seulement attaqué à la mauvaise personne au mauvais moment, mais surtout au mauvais endroit. On pense que ce serait tout simplement une histoire de vengeance. Donc, ça serait, en théorie, là, si on parle comme ça serait Chalino Sánchez a assassiné pour se venger, mais lui a également été assassiné par vengeance. Donc, un vengeur assassiné par vengeance. Parce que, on pense que ce serait le cartel mexicain qui, pour venger Chapo Pérez, qui au passage était quelqu'un d'assez important dans le cartel, a été assassiné. Donc, ils ont assassiné Chalino pour se venger tout simplement. Et de plus, ce qui est assez extraordinaire, ce qui est assez spécial, c'est que c'est dans les années 80, là, Chalino va se retrouver en prison, là, comme je vous ai mentionné, pendant 8 mois. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ces 8 mois-là, mais on sait qu'il va se mettre à écrire des narco-corridos. Et les narco-corridos, comme je vous ai mentionné, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des ballades qu'on va écrire pour mettre en avant les cartels, les gangs de rue, la drogue, l'alcool, tout ce qui est criminel finalement. Et si on se dit que Chalino aurait possiblement été assassiné, il aurait peut-être pu également travailler pour le cartel. Donc peut-être être forcé à travailler pour le cartel pour se racheter de la mort de Chalino, de Chapo Pérez. Et il a écrit ces corridos-là pour justement mettre en avant les cartels, donc ce cartel-là, le cartel Reynosa. Et peut-être qu'à un moment, Chalino n'a tout simplement plus voulu travailler pour le cartel et il s'est fait assassiner puisque son mandat n'avait pas été atteint. Bon, voilà, donc il y a 2 théories là, vraiment, c'est 2 théories dans une. On pense qu'il aurait été assassiné par vengeance après avoir été engagé par le cartel pour se faire racheter de la mort de Chapo Pérez. Bon, vous voyez le genre. Et voilà. Donc, je pense que c'est quand même assez plausible ça aussi. Ça a de l'allure comme théorie, quoique 30 ans plus tard, là, on sait vraiment pas qui a assassiné Chalino. C'est un meurtre toujours irrésolu. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que Chalino a été assassiné par vengeance sans jamais avoir travaillé pour le cartel pour se racheter, ou s'il a été engagé par le cartel pour se racheter et qu'à un moment il ne voulait tout simplement plus y travailler et qu'il a été assassiné puisque son mandat n'était pas terminé. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous pouvez également vous abonner et activer la petite cloche pour manquer aucune de mes futures vidéos. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos quand même qui ont été faites. Sinon, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de votre famille. Bisous! Ciao, ciao!